Chers camarades, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'émotion que j'ai le plaisir ce soir de présenter mes vœux lors de l'inauguration de cette permanence parlementaire. Je tiens d'abord à présenter à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année 2023, des vœux de bonheur, de santé, mais aussi de victoire et de conquête sociale. Au-delà de ce souhait, habituel des débuts d'année, je voudrais qu'ensemble ce soir nous envoyions un message d'unité et de résistance face à celles et ceux qui propagent haine et racisme à longueur de journée. De CNews à Valeurs Actuelles, en passant par Marine Le Pen, Éric Ciotti, ou encore Éric Zemmour, le récidiviste de la haine, la Seine-Saint-Denis et ses habitants n'ont de cesse d'être insultés, stigmatisés, certains même jusqu'à dire qu'ici ce n'est pas la France. Comme je l'ai souvent rappelé lors de ma campagne législative, les habitants de notre département méritent autre chose que de servir de paillassons à l'extrême droite raciste. Quand je vois ici ce soir ces visages, ces femmes et ces hommes, leur engagement, leur combat, leurs valeurs, quand je parcours les 4 villes de la circonscription, à la rencontre des habitantes et des habitants, je suis fier d'être un représentant de ce département. Impossible pour moi, ce soir, de ne pas dire un mot de notre formidable campagne législative. C'est la première fois qu'on se retrouve collectivement depuis cette victoire. Encore une fois, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette bataille, ont donné du temps et de l'énergie dans une campagne qui a été dynamique, longue et qui a été victorieuse. Après des semaines d'une rare intensité, où nous avons porté un programme de rupture et d'espoir, allié à un rassemblement de toutes les forces de gauche et écologiques, nous avons fait basculer cette circonscription et plus largement l'ensemble du département où nous avons aujourd'hui 12 députés de gauche. Cette victoire doit être un point d'appui pour les batailles de demain. Elle doit être aussi au service des habitants de ce département. Formons le vœu, et c'est le sens même de notre combat, du droit au progrès pour chaque être humain, le droit de vivre dignement en choisissant sa vie, le droit de vivre de progrès social, écologique pour toutes et tous, dans notre pays, la France, comme sur toute la planète, le droit d'avancer, tous et chacun, dans la solidarité. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui nous a permis d'avoir 145 députés à l'échelle nationale, un peu plus même, 151 je crois de mémoire, nous a permis de créer un immense espoir partout dans le pays. Et je crois que c'est notre bien le plus précieux, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous devons la préserver, la chérir et lui donner une vie permanente. Mais si cette union a réussi et a suscité l'espoir, c'est qu'elle a reposé sur un idéal politique, incarné par des idées de rupture et un programme offensif, et non sur des additions de logos et des calculs d'appareils politiques. Les enjeux et les défis qui sont face à nous sont immenses. Le défi climatique, d'abord, défi numéro 1 de notre siècle. Des paysages calcinés à perte de vue, de l'eau si loin que nous pouvons regarder. La désolation, ces paysages cataclysmiques ont rythmé notre été, les commentaires s'enchaînant le ton grave. La planète maltraitée crachait sa colère. Le réchauffement climatique n'était plus pour certains un lointain mirage, frappant des contrées au nom imprononçable. Il était là devant nous, semant mort et misère. Face à cela, nous n'avons que 2 options. La première, celle des irresponsables, qui est de continuer comme si rien n'était. Après avoir été condamné à 2 reprises pour inaction climatique, et 3 fois pour son incapacité à lutter contre la pollution de l'air, le président de la République Emmanuel Macron a osé lors de ses vœux dire qui aurait pu prévoir la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Les rapports d'alerte climatique s'empilent aussi rapidement que les dividendes grossissent dans la poche des actionnaires. C'est dire le nombre d'alertes qu'il y a eu depuis plus de 50 ans. Le premier rapport du GIEC date de 1990. Déjà, il prévoyait une catastrophe climatique que nous sommes en train d'affronter. En 6 mois de son nouveau quinquennat, Emmanuel Macron a montré qu'il reste le même. L'écologie des mots, mais pas l'écologie des actes. Réouverture d'une centrale à charbon, refus d'interdire les jets privés, symbole ultime du séparatiste des riches, et multiples 49.3 pour balayer les votes gagnés par le Parlement, pour investir dans le ferroviaire public et la rénovation thermique des bâtiments. La deuxième option est celle de l'intelligence collective. L'urgence climatique impose des mesures immédiates, de rupture avec les logiques libérales actuellement à l'œuvre. Chaque seconde qui passe, et le Covid l'a révélé de manière magistrale, le modèle capitaliste est à bout de souffle. Il nous conduit dans un double mur, celui du creusement des inégalités et celui de la destruction de la planète. Les années passent et les inégalités se creusent toujours plus. En France, 5 personnes possèdent autant que 27 millions. Pourtant, alors que notre pays n'a jamais été aussi riche, que les profits accumulés par les entreprises atteignent des records historiques, que les dividendes versés explosent, nous comptons 300 000 sans domicile fixe. Et le queue devant les banques alimentaires ne cesse de s'allonger. Logement et nourriture, 2 sujets sur lesquels je veux m'arrêter quelques instants. La question du logement, et vous le savez dans ce département comme partout ailleurs, est une préoccupation majeure pour des millions d'habitants. Le logement, au même titre que l'accès à l'eau et à l'électricité, est pour nous un bien de première nécessité.
C'est un enjeu fondamental de la dignité humaine, synonyme d'épanouissement et d'émancipation. Avoir un toit est un droit, et nous ne cesserons de rappeler à Emmanuel Macron que la France n'est pas à la hauteur sur ce sujet. Au moment où nous débattions, juste avant les vacances, d'une loi ignoble à l'Assemblée, appelée loi anti-squat, alors qu'il s'agissait en vérité de s'attaquer aux droits des locataires, notre département battait un triste record. Le 30 novembre 2022, sur les 739 demandes de mise à l'abri reçues par le 115 en Seine-Saint-Denis, aucune n'ont pu être satisfaite. 739 personnes qui ont dormi à la rue, dont 278 mineurs et 100 enfants âgés de moins de 4 ans. L'urgence n'est pas d'expulser des gens, ni de casser les droits des locataires, mais de développer une politique du logement ambitieuse, qui rende effectif le droit au logement et qui garantisse à chacune et chacun un toit. Emmanuel Macron n'a cessé de rappeler au respect des lois de la République. C'est pour cela qu'avec un certain nombre de mes collègues, je vais déposer lundi prochain une proposition de loi pour rendre inéligibles les maires qui ne respectent pas la loi SRU et qui refusent de construire des logements sociaux dans leur commune. C'est inacceptable aujourd'hui en France. La question alimentaire. Là aussi, un drame humain s'opère sous nos yeux. La 7e puissance économique, ou la 6e selon les indicateurs, la plus riche au monde, la France. Et pourtant, 25% des bénéficiaires de l'aide alimentaire dans notre pays ont aujourd'hui moins de 25 ans. De plus en plus de personnes n'arrivent plus à remplir leur frigo. Et l'explosion des prix alimentaires est en train de causer des ravages. La faim revient dans notre pays. Le journal Le Monde a récemment calculé la hausse du panier moyen sur un an. Le résultat est édifiant. Une hausse de 15%, avec un tarif passant de 104 à 120 euros. Je ne vais pas égrener ici l'explosion des prix, juste 3 exemples symboliques. Pour le paquet de riz, c'est 115% d'augmentation. Pour le riz, 31%. Comme nous l'avions porté tout au long de la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et lors des élections législatives avec les forces de gauche et écologiques, nous demandons le blocage des prix sur les produits de première nécessité, comme sur l'énergie. Des gens ont faim et d'autres se gavent. L'indécence atteint des sommets. Quant au cœur de l'été, le président de la République appelle à la fin de l'abondance. Emmanuel Macron parle de fin de l'abondance, oui. Pourtant, les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, le dernier observatoire qu'Emmanuel Macron n'a pas supprimé pour cacher les ravages de sa politique, indique que la moitié des personnes en dessous du seuil de pauvreté ont moins de 30 ans, dont un tiers sont des enfants. Une décision restera à jamais dans les mémoires, comme l'incarnation des politiques macronistes. C'était lors du premier mandat du président de la République, celle de baisser de 5 euros les APL, au moment même où il supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune et offrait un cadeau de 33 euros par jour aux plus riches de notre pays. Aujourd'hui, le journal Les Échos révèle que les super profits des pétroliers sont historiques. En 2022, ils vont dépasser les 200 milliards de dollars, rien que pour les pétroliers occidentaux. Un trésor qui profite aux actionnaires, avec un versement de 122 milliards de dollars. Dans le même temps, la faim progresse dans le monde et l'ONU indique qu'aujourd'hui plus de 828 millions de personnes sont en manque de nourriture. Nous n'acceptons pas ce monde, nous ne l'accepterons jamais et nous le combattrons toujours. Oui, les temps politiques sont mauvais. L'extrême droite déploie sa haine partout. Le fascisme étend son emprise sur l'Europe. Et de plus en plus de personnes sont résignées. Pourtant, je crois que l'époque, elle, nous appelle à l'audace et l'espoir. Pourquoi donc nos rêves et nos utopies du quotidien ne formeraient-elles pas le grand projet commun d'un droit au progrès pour chaque être humain? Nous vivons l'époque des révolutions techniques, scientifiques, démographiques, numériques, qui offrent des possibilités inégalées d'épanouissement de toutes les capacités humaines. Vivre dignement de son travail, se loger décemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vivre en bonne santé, faire des projets d'avenir, se former, se cultiver, changer de métier, d'activité, créer, participer à la vie de la cité, devenir maître de ses choix, être en capacité de décider, quelque part réinventer la politique. En tout domaine, nous sommes à l'heure des choix pour l'humanité. Et des chocs de vision sont partout. En Italie, où nous nous sommes rendus il y a quelques semaines, j'entends la haine raciste d'une première ministre se revendiquant de l'héritage fasciste de Mussolini, fière de laisser mourir des migrants en mer et soutenue par ses alliés racistes du Rassemblement national. En France, j'entends l'arrogance du patron de Total, Patrick Pouyanné, qui s'augmente de 52% et qui refuse d'augmenter les salariés de 10% après des semaines de grève. J'entends le mépris des ministres qui se succèdent sur les plateaux télé pour insulter les grévistes, les qualifier de preneurs d'otages et d'irresponsables. Au gouvernement, nous entendons chaque jour les inhumanités de Gérald Darmanin, qui multiplie les sorties odieuses, citant Belleville, historien de l'action française, dans l'hémicycle au moment de l'ouverture des débats sur la loi immigration. Enfin, aujourd'hui, j'entends encore une fois le président de la République, qui montre du doigt les 35 heures à l'hôpital public, cible les étudiants médecins et infirmiers, alors que c'est sa politique qui est responsable de la casse de l'hôpital public. En écoutant cela,
je me dis que non, le monde n'appartient pas à ceux qui en détiennent aujourd'hui les clés. Un nouveau monde frappe à la porte. Une nouvelle époque est possible, qu'il s'agit d'écrire ensemble. Nous voulons la réussite solidaire pour chacune et chacun, pour notre pays, pas la soumission au premier de cordée et au marché. La modernité d'Emmanuel Macron, c'est la version colorisée des vieux scénarios d'exploitation de la finance. Plus de 50 ans après mai 68, nous proposons de reprendre le chemin de nouvelles audaces sociales et démocratiques, contre toutes les présupposés idéologiques qui prétendent s'y opposer. Dans quelques jours, vous le savez, s'engagera une grande bataille pour le progrès humain, celle du droit à la retraite. Je ne vais pas ici faire la liste de tous les arguments, et ils sont nombreux, pour dire combien nous avons raison de nous opposer à cette réforme mortifère qui porte le sceau de notre siècle. Déjà à son époque, le visionnaire Ambroise Croizat disait la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, anticipant le désir des libéraux de nous tuer au travail. Un chiffre révèle à lui seul l'infamie de cette réforme. 25% des plus pauvres sont déjà décédés à l'âge de 62 ans. Ce n'est pas une réforme des retraites, c'est une réforme des cercueils. Mais là où le gouvernement ne parle que de chiffres, de dettes, de redressement de dépenses publiques, nous nous posons la question de la réforme des retraites sous un autre prisme, celui de savoir dans quelle société nous voulons vivre. Il ne parle que de tableurs Excel et de courbes. Nous nous dressons un horizon fait de solidarité et d'humanité. Le sens de l'histoire, c'est d'aller vers une diminution de la durée du travail, pour travailler mieux et travailler tous. La retraite, ce sont les plus belles années de la vie. Celles où l'on peut prendre du temps pour soi, ses proches, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, s'engager dans l'associatif, donner du temps pour les autres. La retraite, ce n'est pas simplement une part de PIB, c'est un droit pour les salariés. Nous sommes dans cette salle beaucoup à avoir mené des luttes syndicales. Et nous savons combien il est difficile de dire si la mobilisation sera massive. Personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre, tous les ingrédients sont là. Pour la première fois depuis 2010, l'ensemble des centrales syndicales sont opposées à la réforme des retraites. Le 21 janvier, une grande marche aura lieu à Paris. Cette fois-ci à l'appel des organisations de jeunesse. Et je vous invite évidemment à y participer. Enfin, et vous l'avez sûrement vu, lu et entendu, 68% des Français sont favorables à la retraite à 60 ans. 58% expriment de la sympathie pour les futures mobilisations et 40% disent la soutenir. Un chiffre jamais atteint depuis la dernière bataille contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy en 2010. C'est un front intergénérationnel, intersyndical, de toutes les forces de gauche et écologistes qui se dressent aujourd'hui pour dire non à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et à son armée de croque-morts. Mais nous nous dressons aussi pour porter un contre-projet qui est majoritaire dans le pays, celui de la retraite à 60 ans. Nous pouvons gagner cette bataille. En tant que député, parce qu'une collègue me fait le plaisir de nous rejoindre ce soir, nous aurons évidemment le temps d'y mettre toutes nos forces dans l'hémicycle et de participer à toutes les mobilisations sociales. Emmanuel Macron a décidé de déclarer la guerre sociale au peuple, il nous trouvera sur sa route. Enfin, et pour terminer, je l'ai évoqué au départ, je suis heureux de présenter mes vœux dans cette permanence, car je souhaite qu'elle soit un lieu au service des habitantes et des habitants pour les 5 prochaines années. Un lieu d'émancipation, d'ouverture. Nous allons organiser des ateliers de lecture avec des écrivains publics, des débats, des collectes alimentaires, un lieu vivant. Je profite de ce moment pour dire un grand merci à mon équipe, que vous connaissez, Sophie, Radi, Aziza et Cassandra, sans qui rien ne serait possible au quotidien. Chers amis, chers camarades, permettez-moi de conclure par ce passage du livre de Victor Hugo, L'homme qui rit. Il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut être vaincue, elle arrive. Elle en a le jet du jour, irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans le ciel? Le soleil, c'est le droit, vous, vous êtes le privilège. Ensemble, jetons le soleil dans le ciel. Merci. Maintenant, pour me renverse, vous êtes là aussi pour ça quand même. Moi, les avec. Que pour ça. Ali, dès qu'elle a...